construction de son image est une manière de se sublimer et de s'affirmer. Plus qu'un assemblage de matières, de coupes ou de couleurs, le vêtement est une manière de s'exprimer et d'envoyer un message à la société. Encore faut-il envoyer le bon message, celui qui correspond à la personne que nous sommes au fond de nous. Avec ce e-book, vous pourrez commencer ce voyage pour enfin devenir cette personne que vous aspirez être. Laissez-vous guider avec bienveillance et boostez profondément votre confiance en vous. Bonne lecture! Ça y est, nous sommes en direct pour le Focus Sur. Merci d'être présent et présente avec nous encore pour une autre émission pleine de peps, pleine d'énergie positive, pleine de résilience, pleine de belles femmes inspirantes. Je suis encore une fois très contente d'être avec vous. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour à toutes. Donc, je suis Joëlle, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Quand même. Qui sont là tous les dimanches. On se représente toujours, on ne sait jamais, nous avons toujours des nouvelles auditrices. Alors, on les accueille avec plaisir en ce dimanche sur Focus Sur. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qui va parler à tout le monde parce que j'imagine que chacun a dans sa vie une singularité, un parcours qu'elle va trouver un peu différent des autres, etc. Des difficultés aussi qu'on a pu rencontrer et qu'on doit dépasser. Et donc, c'est un sujet qui va nous occuper aujourd'hui. On va parler, comme l'a dit Linda, de résilience, de puiser sa force dans sa singularité. Et ça, c'est très important parce qu'on a toute la nôtre. Hein. On ressemble à personne, après tout. Et donc, on reçoit pour ça une invitée exceptionnelle. Comme tous les dimanches, je sais qu'on vous dit ça tous les dimanches. Hein, mais quand même, là, c'est vrai. Encore une fois. Et donc, je vais laisser Linda nous présenter notre invitée. C'est toujours un honneur, moi, et à croire que vous n'êtes jamais fatigué de m'entendre, mais être complètement omnibulé par l'invité que nous avons encore l'opportunité, l'immense plaisir et l'honneur de recevoir. Donc aujourd'hui, moi, comme d'habitude, je vais vous parler avec le cœur. Donc on va recevoir Laurence Donia Kotobi. C'est quelqu'un qui, je ne dis pas qu'on se connaît, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par son parcours, par la femme qu'elle est, le peu que j'en connais. Je trouve ça déjà extraordinaire et j'ai envie de dire que en un seul mot, c'est la résilience. Donc c'était tout à fait normal du coup qu'on parle de résilience avec une émission avec Laurence Donia parce que à travers les bribes de son histoire qu'elle voudra bien partager avec nous aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi on parle de résilience. Et encore une fois, on est là pour vous donner de l'énergie, du courage. Si vous partagez, si vous traverser une période un peu compliquée, et là je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de monde en ce moment depuis un an. Je vais pas encore reparler de la pandémie, mais je crois que ça a pas mal chamboulé le quotidien de beaucoup de personnes sur un point de vue, un aspect à la fois humain, professionnel, relation de couple, peu importe. Mais donc j'espère vraiment que le témoignage, le retour d'expérience de Laurence Donia vous donnera encore un peu le boost qui vous manquait pour ce dimanche et puis pour commencer de manière positive la semaine qui va s'entamer. Mais je vais arrêter là parce que sinon je peux rester encore une demi-heure à parler de Laurence, je peux dire à quel point elle est inspirante et vous allez le voir par vous-même. Donc je vais la laisser se présenter telle qu'elle souhaiterait que vous la connectiez. Pardon, je vais y arriver. Bonjour Laurence Donia et merci encore une fois d'être avec nous pour ce dimanche. Bonjour à toutes les deux, bonjour Linda, bonjour Joëlle et un grand merci à vous trois de m'avoir proposé de participer à votre aventure parce que je ne connaissais pas votre aventure et quand j'ai découvert cet enthousiasme, cette énergie que vous dégagez chacune mais aussi toutes les trois ensemble et ainsi que les précédentes personnes qui ont participé, qui ont présenté, j'ai été ravie. Donc merci beaucoup et puis surtout j'ai été sensibilisée parce que la radio c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans ma vie. Voilà. Donc c'est un média, c'est un média qui me tient à cœur. Merci beaucoup Laurence Donia. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots
un peu votre parcours, ce que vous faites actuellement dans votre vie, d'où vous venez, comment vous êtes arrivé là ce dimanche. Ça va nous prendre 4 jours. Ouais, donc en 2 mots, aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans le petit texte aussi, je suis largement quinquin. Ça arrive beaucoup plus vite que l'on pense. Et en même temps, j'adore cet âge aussi, et je trouve que c'est un âge aussi où on a la possibilité de pouvoir regarder un peu derrière soi avec sérénité, et puis encore un peu devant soi, et professionnellement parlant. Et voilà, donc je vous parle, je suis à Bordeaux. Sinon, je suis franco-iranienne. Laurence Donia, ça vient de ce sont mes parents qui m'ont appelée chacun avec un prénom de leur pays, de leur culture. Donc ça campe déjà un peu voilà, l'esprit de mes parents. Et actuellement, je suis directrice de la faculté d'anthropologie à l'université de Bordeaux, anthropologie sociale et ethnologie, pour pas confondre avec l'anthropologie biologique ou physique. Donc c'est une science sociale contemporaine. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses à l'université. J'ai ouvert un master il y a 10 ans sur les questions qui nous traversent, sur les migrations, santé, migration, médiation. Et puis quand je suis arrivée à Bordeaux, c'était il y a 20 ans, suite à un concours, puisqu'on entre à l'université sur concours, et donc j'étais maître de conférence dans un IUT, à l'université de Bordeaux, dans un IUT sur les questions de gestion du développement et de l'action humanitaire. Je vais vous le raconter un petit peu. Avant, j'avais tout un parcours, et j'ai aussi choisi de faire un métier pratique, peut-être moins intellectuel, mais tout aussi riche et complémentaire pour moi, parce que je suis spécialisée plutôt sur les questions de santé, et c'était le métier de soignante. Et parmi les métiers de soignante, c'était le métier d'infirmière. Voilà. Je suis divorcée aussi depuis de longues années. J'ai eu un enfant qui a aujourd'hui 27 ans, un garçon, et qui vit à Londres. Ah, d'accord. Voilà. Bon, du coup, comme d'habitude, par où on commence? Là, j'entends beaucoup anthropologie, j'entends beaucoup effectivement sciences sociales. Donc, qui dit anthropologie dit forcément l'étude de l'humain, de son aspect aussi, on va dire, large, complexe, mais tellement intéressant. Et c'est vrai que est-ce qu'on parle d'entrée de jeu de pourquoi on parle de résilience tout de suite, où on commence d'abord par l'aspect singularité de ton point. C'est peut-être plus plus logique, plus proche de la façon dont justement j'ai pu comprendre qu'on avait aussi chacun sa singularité, et que voilà, et qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que c'est un petit peu le challenge. Juste peut-être par rapport à des épisodes, parce que une vie, j'ai commencé par dire qu'en étant quinquin, ça fait quand même beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup non plus de temps, mais ce que j'aimerais bien partager, c'est avant de partager ma profession, etc. C'est plus quelques étapes clés. Et dans ces étapes-là, la première, c'est mon enfance, en fait. C'est l'enfance. Je pense que ça part beaucoup de d'où on vient, d'où on est né. On sait que on est né quelque part, qu'on l'a pas choisi, que c'est par hasard aussi. Et que de ce point de vue-là, moi je suis née à la fin de l'été, donc pendant que ma mère était en France, donc je suis née en France, même à Neuilly-sur-Seine, c'est pas rien. C'est une carte, alors que j'ai absolument pas choisi, mais voilà, c'est avéré que ça a été à un moment donné dans ma vie une carte de plus. Nous vivions en Iran, mes parents vivaient en Iran, et donc dès l'âge de 1 mois, j'ai pris l'avion, on m'a emmenée en avion, et voilà, j'ai vécu la petite enfance en Iran. Très rapidement, donc on était 3 enfants, et dans la décennie 60, et en fait, très rapidement, c'était on était un petit peu différents là-bas, puisque on était déjà métis, ou en tout cas dans l'entre-deux, on était les deux, et ce qui m'a rapidement interpellée, c'est que nous étions tous les 3 avec quelque chose de similaire, c'est des yeux bleus qui semblaient être attractifs, et à chaque fois les gens nous demandaient: ah oui, mais alors vous préférez la France ou vous préférez l'Iran?
en Iran quand nous étions en France en vacances. Et qu'est-ce qui est mieux, etc. Et quand on est enfant, ce type de questions, c'est un truc qui déchire, quoi. Parce que moi, je l'entendais comme, tu préfères ta mère ou tu préfères ton père? C'est ça. C'est fou, hein. Et je trouvais ça très choquant qu'on me demande et qu'on nous demande pratiquement que ça, à la limite. Voilà, c'était pas est-ce que tu aimes au sens, comment dire, simplement tu aimes le sel, tu préfères les frites ou à autre chose. C'était vraiment, voilà, c'est quelque chose de filial, c'est quelque chose de l'identité, de l'ordre de l'identité de profond. Et voilà, donc ça a été un des premiers passage obligé peut-être, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de choisir en fait. Je sentais comme ça parce qu'on nous proposait comme alternative d'être soit plutôt ça, soit plutôt ça. Et du coup, là, dans la question de qui suis-je ou de où suis-je, eh ben, en tant qu'enfant, ce sont des questions qu'on découvre progressivement. Et je dis l'enfance, c'est jusqu'à aussi la préadolescence, etc. C'est des questions qui accompagnent et qui sont pas tellement, voilà, tellement partagées. Et pourtant, elles sont fondatrices. Et j'aime partager parce que ben, je me suis toujours sentie, moi, je me suis sentie à l'aise. Voilà, j'ai eu comme idée aussi à un moment donné de me dire mais pourquoi je serais entre deux chaises. J'avais cette image-là d'être entre deux chaises. Moi j'aime bien un fauteuil, un canapé, un sofa. Hein, je m'assieds un peu à droite, un peu à gauche, je peux aller détendre les jambes. Voilà, pourquoi dois-je être entre deux? Et c'est cette construction de l'enfance entre deux qui m'a, je pense, qui a permis, voilà, après déjà de trouver une certaine singularité. Même si je la ressentais pas moi-même d'emblée. Même si je percevais évidemment quand on est entre deux cultures, etc., souvent on perçoit des différences bien sûr, mais on n'est pas obligé de les, enfin moi pour ma part je les avais pas hiérarchisées ces différences. Est-ce que j'ai déjà plein de questions, je sais pas, je vais désolée. J'avais une question justement sur cette singularité. Ouais. Est-ce que vous la viviez exactement de la même manière en France et en Iran? Parce que par exemple sur l'épisode des yeux bleus, est-ce que cette singularité en France, les yeux bleus, bon, c'est pas non plus, mais peut-être qu'en Iran, du coup, c'est beaucoup plus voyant. Enfin, en tout cas, on peut vous identifier beaucoup plus. Donc, est-ce que la singularité, votre singularité, c'était plusieurs singularités, c'est-à-dire une singularité en Iran, une autre en France, enfin, voilà. Merci Joël, parce que effectivement, je pense que c'est toujours très important. Et aujourd'hui, avec ma déformation d'anthropologue, c'est de mettre du pluriel. Hein, c'est de penser le singulier au pluriel. Hein. C'est d'allier voilà, des choses assez paradoxales hein, qui sont l'identique et puis le différent et puis le particulier, c'est-à-dire l'universel, le particulier, le spécifique. Et donc c'est vrai que l'expérience quand on est, alors vous me voyez là, vous me voyez comme je dis souvent en cheveux. Lorsque j'étais enfant, voilà, nous n'étions pas forcément voilées en tant que femmes, mais par contre, dans ma vie plus tard, j'ai porté le voile puisque je suis partie faire ma thèse en Iran, etc. Et donc, bien sûr, en tant que femme, c'est dans la loi depuis la révolution islamique. Voilà, donc j'ai porté, on m'a vue en voilée et non pas, voilà. Donc la question des yeux bleus, elle ressortait encore plus. Oui, on voyait que ça. Sur les yeux. En même temps, là, c'est pour ça que ces singularités sont construites, mais en fonction d'un contexte et puis en fonction de ce qui nous est donné à montrer ou à voir, parfois de façon imposée. Or moi, j'ai toujours été très, comment dire là-dessus, très. Quand on nous faisait remarquer qu'on avait les yeux bleus, j'ai toujours répondu oui, mais moi je les vois pas. Enfin, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de quand on est à l'intérieur de soi, bon, on n'a pas forcément cette conscience-là. Et donc en France, aussi on nous l'a dit, tous les trois, on nous l'a dit, mais c'est vrai que c'est peut-être plus normal et on n'est pas très typé iranien. Quand on regarde les 25 ethnies qu'il y a en Iran, il y a une telle diversité ethnique en Iran que, par exemple en Iran, moi je suis du type Chomali, ça veut dire du nord de la Caspienne, hein, où ils ont les yeux clairs, les yeux bleus, les yeux verts, etc. Voilà, donc en Iran, on n'est pas non plus, on est typé d'une certaine façon, mais on n'est pas forcément perçu. Voilà. Ouais. De plus que j'ai appris le persan et que j'ai pas forcément trop d'accent, etc. Donc ça permettait très vite aussi de pouvoir naviguer. Enfin, pour moi, ça m'a pas.
c'est vrai que c'est pas la même chose d'une identité qui serait plus marquée, plus colorée, plus spécifique. Ouais. Nous, un petit peu dans une voilà, dans une identité comment dire, peu visible, hein, une mixité qui est peu visible. Et c'est vrai que très souvent, si je ne dis pas que je suis franco-iranienne, personne le sait, et qu'à partir du moment où je le dis, où j'abats cette carte, où vous voyez, quand je parle souvent des cartes dans un jeu de cartes. Ouais. De nos identités, ça je le dis aussi aux étudiants dans le cadre des formations, quand si on construit nos identités comme un jeu de cartes, il y a des moments de la vie où on va abattre plutôt cette carte ou présenter plutôt celle-ci, suivant le jeu qui est là, ou suivant ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de montrer. Et ça, c'est aussi dans nos mains. Hein. Dans nos mains, c'est notre choix. Eh bien, je m'aperçois que les réactions ou le regard des autres peut changer, mais en 2 secondes. Hein. Oui. Ah oui, mais je me disais bien ton nom. Mais je n'osais pas aborder le sujet, maintenant que tu as mis sur la table, en plomb. Ou ceci. Ah oui, il y a quelque chose. Alors que bon, vous le dites pas. Mais en fait, moi, j'adore ce que tu dis, Laurence Donat, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, si tu ne le dis pas toi-même, ça ne se voit pas d'un point de vue typiquement typé, hein, à la peau, contrairement effectivement une franco-congolaise comme moi, et même si effectivement je me définis moi plus avec mes africanités, parce que oui, je rejoins exactement dans la singularité, il y a plusieurs Africains, enfin plusieurs Afriques, donc j'ai en moi plusieurs africanités, mais en même temps, il a fallu beaucoup de temps aussi pour accepter cette double culture, parce qu'avant, effectivement, quand tu es en France, on te demande d'où tu viens. Bon, moi, je suis pas née ici, contrairement à Joël, tu prends si tu le souhaites. Je suis pas née ici, je suis arrivée ici un peu plus tard, j'avais 13-14 ans. Donc, pendant longtemps, c'était pas facile de trouver effectivement sa place, parce que tu viens d'où? J'avais tendance à dire, mais moi je suis d'Amiens, enfin, comme si quand je suis arrivée à Pau, je venais d'Amiens. Non, mais avant ça, j'étais au Congo. Donc c'était un peu compliqué, ça a été difficile pendant quelques années. Et aujourd'hui, j'en ai fait une force. Je trouve d'avoir double culture comme ça, c'est juste d'une richesse incommensurable. Et quand je dis culture, j'ai envie de dire, c'est 2 continents différents. Il y a l'Afrique avec tous ces pays, et il y a l'Europe, la France. Donc du coup, on viendra à ma question, c'est pas vraiment une vraie question, c'est est-ce que toi, comment t'as vécu ce côté un peu singularité aux premières prémices des questions qu'on te posait, tu sais, est-ce que t'es plus, tu te sens plus iranienne ou plus française? Est-ce que tu le percevais comme une espèce d'attaque, ou c'était vraiment la personne en face poser la question de manière inconsciente, ou peut-être pas volontairement méchante ou blessante, parce qu'il y a aussi le côté éducatif derrière, je pense. Oui, je pense qu'il n'y a pas effectivement, c'est pas malveillant, pas du tout, mais simplement ce rapport d'emblée qui construit l'enfant au quotidien, l'enfant qui n'a pas, qui naît quelque part comme tout à chacun, et ben ça va l'obliger quelque part à penser, et tant mieux, ça en fait pour toutes celles et ceux qui en font une force, hein, et non pas un complexe, justement, parce que c'est ça le risque, hein, c'est d'être enfermé dans des identités qu'on va appeler en tant qu'anthropologue ou sociologue des identités assignées, hein. On va nous mettre à une place, hein, où on va soi-même se mettre à une place pour être conforme. Donc moi très vite, hein, je me suis sentie assez seule, en fait. C'est ça, c'est le sentiment que j'ai senti, parce que j'avais 2 frères, donc moi j'étais là une fille, c'était pas du tout la même chose, et en plus c'est ma mère qui est française, mon père qui est iranien, c'est tout à fait différent quand la mère est iranienne et le père est français, par exemple, ou toutes ces mixités. Moi je fais toujours attention à pas non plus, là vraiment je parle de là où je suis ou de là où je parle, je veux pas généraliser non plus. Et comme je comprends ce que tu dis, Linda, en même temps moi je sens plus effectivement une tension entre l'Orient et l'Occident, peut-être, parce qu'il y a ça s'inscrit dans une histoire avec une construction de l'Occident et une construction de l'Orient de part et d'autre, hein, l'orientalisme comme un rêve, etc., mais avec un rapport asymétrique, enfin un rapport un petit peu qui n'est pas très égalitaire, et puis de l'autre côté un rapport notamment avec la révolution iranienne et tout ce que ça a soulevé justement comme réflexion et comme réponse à l'Occident qui était plus, qui se positionnait comme un modèle et le seul modèle. C'est vrai que j'ai été aussi amenée à m'interroger sur finalement
un peu de, enfin comment dire, creusons, et en creusant, en observant, je me suis aperçue que tout ça était très tissé, tout ça était très lié. Et que moi j'ai sans doute un rôle là-dedans, j'ai sans doute j'ai une place singulière qui peut permettre de ne pas voilà, de ne pas être chacun comment dire, de ne pas oui, de relier en fait, de relier et de permettre des passages, de permettre des traductions, de permettre de mieux comprendre et petit à petit c'est comme ça que je me suis orientée, je pense, complètement enfin je sais pas comment dire, c'est pas construit, hein, c'est inconsciemment, mais vers déjà les sciences humaines et sociales, hein, ce qui est pas rien. Puis j'ai fait donc un parcours juste après le bac. J'ai fait un parcours à la fois de persan ou langues orientales pour apprendre cette langue déjà, parce que je m'estimais pas complètement légitimement iranienne, comme mon père par exemple nous disait oui mais vous êtes aussi iranien, oui mais papa tu nous as pas appris le persan donc bon merci. C'est pas ma langue maternelle. Et puis de l'autre côté, en France, j'étais intéressée par des questions sociales, sociologie. J'ai fait de la sociologie à Nanterre, de la démographie. Et puis c'est après, petit à petit, que je me suis orientée vers plus la santé, des métiers. Enfin surtout, c'était des questions d'inégalité ou justement d'injustice aussi entre le nord, le sud, enfin les façons dont à l'époque, dans les années 80, 90, était construite, voilà, était construit le monde, ou en tout cas la vision du monde. Hein. On nous parlait de développement, on nous parlait de gens sous-développés, etc. Et donc j'en ai fait quelque chose. Et aujourd'hui, c'est tout ça que j'essaye de transmettre aux étudiants, enfin voilà, que j'essaye de rappeler, parce qu'on a une mémoire courte, hein, et c'est dommage. Ouais. Travailler à revenir sur l'histoire de juste de nos parents, juste des gens autour de nous, etc. Des grands-parents, et puis des générations qui nous ont bien largement précédés et qui ont vécu des choses. On parle aujourd'hui de la pandémie, mais il y en a eu combien des pandémies, etc. Donc, voilà, y compris dans mes objets de recherche, je me suis intéressée aux questions des épidémies, aux questions de la gestion parce que j'ai travaillé pour ma thèse sur la vaccination des enfants, la vaccination infantile, parce que c'était les années SIDA, qu'il y avait cette nouvelle épidémie, on n'avait pas encore de vaccin, il n'y avait même pas encore la ZT, donc ça faisait super peur. C'était très brutal et en même temps mortel, hein, évidemment, mortel. Il y a de la vie, hein, parce que c'est la sexualité, donc c'était très voilà. J'avais 15, 16, 18, 20 ans par là, donc c'est ces années-là aussi où j'étais heurtée, comme toute ma génération, à devoir faire attention à quelque chose qui pouvait nous faire mourir. Et donc je me suis intéressée à ce vaccin qui était un peu magique, qu'on attendait, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'était, voilà, on a la chance d'avoir eu des vaccins qui se sont en quelques années, en quelques mois, là grâce aux efforts de ces dernières années, on peut avoir au moins quelques vaccins qui sont efficaces, etc. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à être, comment dire, souple et surtout curieux dans sa vie. Bah, je t'ai tout dit, enfin, vas-y, je vais réagir. Oui. Est-ce que selon vous, on peut, à un moment, parce que vous parliez justement du pont qu'on peut être justement que vous pouvez être entre l'Orient, l'Occident, etc. de par vos deux cultures. Et est-ce que selon vous, on peut à un moment être fatigué d'être ce pont-là, en fait, d'avoir cette mission, entre guillemets, hein, cette mission, et vouloir juste être en paix et vivre en paix sans avoir forcément une mission de se plonger dedans, de regarder ce qu'on peut apporter, comment on peut relier des conflits en plus qui sont complètement externes à ce qu'on est, et des conflits qui sont millénaires, enfin en tout cas séculaires, j'en sais rien, mais de pas porter ça sur soi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes ou ces hommes qui justement n'ont pas envie en fait de se saisir d'une telle mission en fait, mais qui néanmoins ont envie de s'épanouir et d'être complètement eux-mêmes. Oui. Ouais. Merci Joël, parce que c'est vrai que c'est comment dire, c'est une question de fond et ça peut être aussi un piège de se sentir missionné.
Et puis comme ça, d'autres qui seraient simplement d'une seule origine n'auraient pas forcément besoin de s'adapter aux autres. Oui, c'est ça. Ouais, non, je pense que je pense que c'est très tôt aussi que j'ai senti ce danger, parce que justement le caractère un peu singulier fait que on est aussi mis à ses places et que comme les réalités, donc je pense comme ça très très concrètement à une réalité qui a été très dure pendant mon adolescence, c'était la guerre Irak-Iran. Où bon, voilà, la révolution iranienne puis la guerre Irak-Iran, ça a été deux entités. Enfin, la révolution iranienne, vous savez que les États-Unis étaient donc voilà, diabolisés, hein, le grand Satan. Le petit Satan, c'était quand même, il y avait Israël, mais aussi un peu la France. Et puis la France, le gouvernement français armait Saddam Hussein, etc. Et donc, j'ai envie de dire que de vivre au quotidien avec les informations voilà, qui sont médiatiquement assez homogènes, on va dire d'un côté comme de l'autre, mais quand vous êtes entre deux, que vous comprenez les deux langues, etc., vous percevez très vite le danger à exploser en fait, soit à exploser en vol parce que on est justement la mixité, on l'a vu encore dernièrement dès qu'il y a eu des attentats. Mais aussi le soupçon, on est aussi considéré comme soit ni l'un ni l'autre, ou alors en étant plus l'un que l'autre, et donc on va éventuellement espionner, etc. Donc, enfin, c'est une vraie question de fond, et donc je me suis protégée. J'ai senti ce besoin très vite de me protéger. Alors, encore une fois, avec les moyens du bord, et puis c'est pas aussi conscient que ce que je le dis à mon âge, évidemment, mais c'est très important de pouvoir se protéger et donc se recentrer se ressourcer sur je fais ce que je peux et puis ça non, ça m'intéresse pas. Ou ça, oui, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas parce que je suis franco-iranienne, c'est parce que j'ai tel âge ou parce que ça m'intéresse, etc. Donc il y a un recentrage qui est très important et une constitution d'un noyau, en fait, hein, d'un noyau fort, parce qu'il y a encore plus l'objet de tension, ou même comme je disais tout à l'heure, le pont ou le passage, c'est vrai que on peut lâcher aussi, hein, c'est très très dur. Merci aussi Linda sur la fatigue et oui, ça peut être à force, ça peut être usant aussi. Donc il faut absolument se protéger et c'est bien ça la différence entre la résistance et la résilience aussi. C'est ça. Hein, j'ai ressenti pendant très longtemps, et parce que après ma vie personnelle aussi a été comment dire, très dense, très riche à gérer, et puis parfois très difficile en termes de solitude aussi, dans les choix, dans les modèles à construire, et du coup il faut pas sans arrêt être dans ce mouvement de j'ai souvent ressenti le fait par exemple de devoir nager à contre-courant. Et pour pouvoir résister à ça, je me suis dit de temps en temps tu flottes tu fais la planche, et puis là-bas il y a une île, voilà. Donc j'ai toujours vu une île quelque part et je me suis toujours arrangée pour aller me reposer sur une île. Et puis bon, ça, ce sont des choses, des images, hein, je vais vite, hein. C'est un petit peu ça. Moi, ça me ravive quelques souvenirs, pas forcément très très joyeux, mais aujourd'hui j'en parle parce que c'est passé, mais effectivement quand on parle des guerres, cette dualité-là entre la France et puis quelques pays d'Afrique, là en l'occurrence je parle du Congo, il y a eu 2 guerres civiles, 97 et 98, dans lesquelles j'étais avec ma famille, on aurait pu mourir plus d'une fois. On parle beaucoup des guerres du moment pendant la guerre, mais la période post-guerre n'est pas fameuse non plus. Hein. Je me demande qu'est-ce qui est un peu pire dans l'échelle des atrocités, on ne sait pas trop où se situer. Et c'est vrai que d'arriver ensuite en France et de se reconstruire, non pas de nier, parce que moi j'étais très jeune, mais quand on atteint une maturité intellectuelle, de pouvoir mettre les mots sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on ressent, et de faire des ramifications entre le traumatisme qui a été causé par le passé et la réaction 5-10 ans après en réponse à le côté un peu se protéger, comme tu disais effectivement Laurence Zonia, c'est se protéger, l'inconscient, le conscient se protège des atrocités qu'on a vécues pour ne pas sombrer, donc on se crée une carapace, et moi je suis par contre de peur de passer encore pour la folle de service, j'ai appris avec le temps que
La carapace permettait de protéger pendant un moment, mais à un moment, il fallait qu'on l'ouvre, qu'on puisse aller défricoter un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur pour sortir bout à bout chaque passage, chaque passé, chaque moment traumatisant pour essayer non pas d'oublier, mais de vivre avec et de faire en sorte qu'il soit moins douloureux lorsqu'on repense à ce passage-là. Donc après, ça a été la construction par se mettre à fond dans des associations. Tu parlais d'inégalité, pareil. Moi, c'est quelque chose, ce sont des questions qui me parlent beaucoup. Les plus pauvres, les plus riches. Après, tu as le côté où tu te dis, mais tu as eu une seconde chance. C'est injuste pour les autres qui n'ont pas eu. Donc, tu te sens un peu comme avec le syndrome de l'imposteur. Pourquoi toi, tu as réussi en guillemets et pas les autres? Et pourquoi? Et puis à un moment, on se dit, mais stop, quoi. C'est fait. Je trouve mon havre de paix pour souffler 5, 10, 15 minutes, une semaine, un mois et revenir dans ça. Mais ça fait aussi notre être à part entière. Donc, j'ai arrêté de me poser la question de savoir qui je suis exactement. Est-ce que je dois me définir plus étant comme une Congolaise? Parce qu'en plus, j'ai passé du temps, moi, au Cameroun. Donc, aujourd'hui, je me considère plus comme une Camerounaise dans le cœur, en guillemets, et une Congolaise dans la peau, dans tout ce que ça ressemble. Mais ça fait partie de mon identité, de mes identités. Et c'est un petit message aussi aux personnes qui nous écoutent, qui sont un peu dans cette dualité-là. On n'est pas obligé de trouver absolument une espèce de casquette, une case. Là, je fais un petit clin d'œil à l'émission qu'on avait faite, assumer de ne pas être dans une case. On trouve dans plusieurs cases, comme bon nous semble. Donc, enlever la pression de se dire, je suis ci et je me définis comme ça toute ma vie. Non, c'est tellement contraignant, ça restreint tellement le champ des possibles. Et j'adore, Laurence, bien ce que tu dis, parce que ça complète tellement de choses qu'on s'est déjà dites ici avec les filles, et ça fait du bien de l'entendre de ta bouche. Voilà, c'était la grande parenthèse de ce que je voulais faire. Merci. Et ça me fait penser aussi au fait que j'ai pris cet exemple de l'île et puis du fait de ramer, etc. Et il y a des moments aussi où, si on prend plus l'image du tunnel, parce que s'il y a des choses plus sombres, bien, il faut justement ne pas se raidir. Hein. La résistance, c'est souvent, on est droit dans ses bottes, on va résister. C'est là qu'on va s'épuiser. Donc, c'était aussi être suffisamment adaptable, pas trop non plus, hein, mais courber le dos ou se laisser flotter, de façon à, voilà, aller avec le mouvement, se laisser porter. Puis il y aura bien la fin du tunnel. On le voit nous avec si on porte nos masques, etc. On va y arriver à la fin du tunnel collectivement aussi. Et c'est du coup aussi comment dire, à son échelle, à sa petite échelle. Donc ça veut dire aussi assumer une certaine humilité. Enfin, je sais pas, on est rien, on est une goutte d'eau. On est rien, puis en même temps, on est un tout. C'est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même dans tous ces événements de la vie, on est quand même la vie. Voilà. Ouais. Donc, j'ai toujours essayé au quotidien, c'est pas seulement sur une île déserte ou pendant 15 jours de vacances ou une semaine, parce que j'arrivais pas toujours à les prendre. Hein, j'ai pas eu. Donc ensuite, moi, je me suis mariée par. Vraiment, j'ai eu la chance de vivre un coup de foudre qui a duré 4 ans, donc c'est pas rien, hein, une vraie histoire d'amour, et avec donc le père de notre fils qui lui est iranien et qui par exemple avait fait la guerre. Il sortait juste de la guerre, et moi j'ai pas capté, mais on a parlé après du syndrome post-traumatique, hein, on a écrit après sur le syndrome post-traumatique, mais ici la guerre, personne ne comprenait en France la guerre. Personne n'en a parlé de cette guerre des tranchées, parce que eux, ils ont vécu dans les tranchées, ils ont eu faim la dernière année. Donc il avait un ulcère qui était dû à cette guerre, etc. C'était une guerre affreuse. Et il m'en a parlé un petit peu, mais les comportements qu'il a eus, etc., c'est quelque chose qui fait que j'ai compris bien après que voilà, c'était aussi du syndrome post-traumatisme, au-delà de sa personnalité, etc. Et donc, moi, au bout de 4 années, j'ai réussi à rentrer en France et j'ai dû vivre seule. J'ai divorcé, j'ai fait ce que moi j'appelle un divorce de raison. Parce que je me suis dit que le divorce de cœur, il se ferait petit à petit, et ça prendrait le temps que ça prendrait, mais c'était plus raisonnable de ne pas retourner. Je suis revenue pour ma thèse avec mon fils, puisque je l'allaitais encore, et je ne suis pas retournée.
Et après, je me suis retrouvée devant ce temps de réaliser ce qui m'arrivait, parce que j'avais quand même beaucoup maigri. J'avais presque plus de voix parce qu'il s'était passé plusieurs choses et ça ne sortait plus là. Le corps, c'est important, son corps, c'est important. Et son corps, il a besoin aussi qu'on l'aime, notre corps. Il faut l'écouter, notre corps. Et quand j'allaitais, il fallait que je sois disponible aussi pour cet enfant. Et pourquoi j'allaitais? Parce que là-bas, il n'y avait pas de lait, il y avait du marché noir, c'était la post-guerre, ce que tu soulignais, Linda. Il y avait vraiment, c'était compliqué, il n'y avait pas toujours la même marque de lait, et puis cet enfant, il dormait pas, il faisait pas ses nuits, et puis donc ça énervait le père, et puis etc. Et donc, quand je suis revenue en France, j'ai réalisé, j'ai décidé de pas repartir. Parce qu'on peut pas, quand on a un enfant, on est sur 2 pays différents, c'est des décisions, mais qui sont tellement, tellement douloureuses. Et en même temps, après, j'ai assumé. Voilà, j'ai assumé. Et puis, ce divorce en France, je l'ai obtenu au bout de 2 ans. Mais en Iran, j'ai pas baissé la garde parce que j'étais pas complètement divorcée. En Iran, je n'étais pas divorcée parce qu'ils ne voulaient pas me divorcer. Et comme le droit iranien n'est pas le droit français, je me suis retrouvée devant cette dualité imposée encore une fois, avec l'interdiction de retourner là où j'ai travaillé, là où il y avait ma famille, une partie de ma famille, là où j'ai été ethnologue, j'étais la seule spécialiste qui pouvait aller venir à l'époque, parce qu'il y avait vraiment des problèmes de visa. Moi, j'avais pas eu besoin de visa, ça m'a freiné beaucoup. Et il a fallu que je vive très discrètement pendant plus d'une dizaine d'années. Jour le jour, tous les jours, parce qu'il y avait des pressions, parce qu'il y a eu des vrais événements de tentatives d'enlèvement aussi. Donc je me suis vite retrouvée seule face à un système. Et là, vous êtes obligé de comprendre que vous ne faites pas le poids en face. C'est pas, moi je peux pas, c'était suicidaire de prendre les armes ou je sais pas quoi. Donc j'ai fait à mon échelle, j'ai fait dans la discrétion, j'ai avancé, j'ai pris du temps pour moi, j'ai élevé cet enfant, il m'a apporté tellement, je ne lui ai jamais menti. Je lui ai appris les choses petit à petit. Son père est resté son père. Et puis surtout, je me suis entourée de personnes. Je suis pas restée trop seule. Beaucoup de personnes, des amis IS, des amis IES aussi, m'ont aidée. J'ai fabriqué une famille de cœur. J'ai beaucoup de sœurettes. Je me suis fait aider avec des béquilles. Il faut de temps en temps accepter. Pas de souci. Et puis petit à petit, se donner les moyens. Surtout le fond, c'était je me suis donné les moyens surtout déjà d'être autonome. Ça veut dire aussi financièrement. Ça veut dire c'est là que j'ai passé le concours, que j'ai fini ma thèse déjà, que j'ai passé le concours. J'ai eu ce concours à Bordeaux. Toute seule, je suis arrivée avec notre fils qui avait 6 ans, il est arrivé en CP, on ne connaissait personne. Et puis, toute seule avec un enfant à l'université, je peux vous dire que c'est pas facile du tout. Et ça, je pense que beaucoup d'entre nous le savons. Pas de famille, personne, et avec très vite des responsabilités, parce que la dernière arrivée, on lui redonne... on lui donne les choses. Et je me suis dit, c'est un challenge, c'est très intéressant. Et donc, j'ai été responsable très vite d'une formation extraordinaire. Elle était unique en France. Et puis, je me suis acheté un scooter. J'ai fait ce que j'ai pu. Mon fils je lui ai expliqué que le centre aéré, c'est super. Au début, je l'emmenais avec... on a pris un vélo. Je me suis acheté un vélo. J'ai toujours trouvé des moyens d'être autonome. Et puis, on a, au jour le jour, puisé nos ressources. Et on allait trier déjà à l'époque, on allait trier les cartons à pied, le verre, on faisait plein de choses ensemble et avec ceux et celles qui voulaient. Et puis à Bordeaux, c'était un petit peu fermé, donc il y avait pas mal de personnes qui ne voulaient pas, qui se demandaient ce que c'était que cette femme seule, ou mon fils n'était pas invité aux anniversaires, etc. Enfin, c'est très curieux, parce que quand on dit être française, ça veut dire quoi? J'étais à Neuilly, à Paris. Alors qu'on dit que les Parisiens, ceci, cela, j'étais beaucoup plus entourée à Neuilly ou à Paris que, par exemple, quand je suis arrivée les 5 premières années de Bordeaux. C'est pas évident. 5 ans, duré 5 ans.
Et pendant 5 ans, on a fait notre vie. Puis voilà, j'ai pris le train, on est allé à Arcachon, il a pêché des choses, et puis petit à petit, il s'est épanoui. Il a commencé à s'intéresser, je sais pas, aux poissons. J'ai pris aussi un chat pour un peu, comment dire ça, j'adore. J'avais un chat d'enfance qu'on avait ramené d'Iran. Et puis quand elle est morte, l'année de mon bac, elle m'a manqué. C'était quelque chose aussi qui m'a accompagnée dans ma vie. Hein. Et donc, quand une amie avait des petits chats, mon fils m'a regardé, maman, on le prend. J'ai fait oui, ok. Sans me vous voyez ce que je veux dire, par le cœur, sans me penser, est-ce que ça va coûter cher, est-ce que voilà. Et ce chat est décédé il y a pas longtemps. Il a vécu chez nous 18 ans. Ça fait partie de la famille. Il a fait partie de la famille. On l'a emmené. Voilà, et ça m'a permis aussi d'être d'être un peu en triangulation, parce que c'est pas facile d'être en face à face. Un adulte avec une femme adulte avec un enfant, on fait attention à pas tout reporter. Et puis avoir sa vie, donc j'ai pris du temps pour moi régulièrement. Il y a des activités à faire soi-même, être libre, être autonome, et je pense que c'est important aussi d'être vrai, d'être authentique aussi avec ses enfants, avec ses proches. Donc, accepter d'être singulière, et après, on le voit très vite, ceux qui nous acceptent, ceux qui ne nous acceptent pas. Parce que j'ai eu des remarques, encore récemment, où, tu n'es pas marié avec l'homme actuellement, ton homme. Il est encore au XXIe siècle, Je ne suis pas mariée, non, je ne suis pas remariée, mais je suis très, très heureuse. Hein. C'est encore une étiquette qu'on va absolument mettre aux gens, à croire que le mariage est gage de bonheur. Surtout quand on a passé un divorce, et moi c'est un divorce, ça a été un double divorce, puisqu'un divorce en France et un divorce en Iran que j'ai obtenu après 17 ans. 17 ans. Et voilà. Et j'ai aussi divorcé à l'iranienne en Iran, puisque entre-temps, comme je n'étais pas là, on m'avait condamnée à être... donc il y a un statut, nanchisée, ça veut dire être insoumise. Et on m'avait condamnée par absence, donc par contumace. Donc j'avais tort, mais j'avais pas les moyens d'aller en Iran, ni les moyens de me faire défendre, parce qu'un avocat, ça coûtait cher, et voilà, j'avais pas cet argent-là. Donc, à force, et en persévérant, en me faisant finalement aider quand même par mon père, qui à un moment donné a aussi compris, eh bien, on a réussi, j'ai réussi, et après je suis allée en Iran. Libre. Et je suis revenue libre. Tout ça, c'est pour moi la définition même de résilience. Hein. C'est vraiment à chaque étape difficile, il y a comme derrière une petite lumière, un petit détail qui peut sembler anodin, mais qui permet justement de retrouver de la force, du courage pour avancer, faire le second pas. Et est-ce que dans ton parcours, quand tu dis que tu as eu des amis qui t'ont entouré, est-ce que ça a été une aide qui est venue spontanément, ou est-ce que tu allais la chercher, est-ce que ça a été un mélange des deux? Parce que c'est aussi ça, la différence entre résistance, on a un peu le côté je suis seule, je suis forte, je vais y arriver, et après au bout d'un moment on s'effondre. Alors que la résilience, pour moi, en tout cas, ce que j'entends dans ça, c'est que ce que je vis n'est pas facile, mais ça ne m'empêche pas d'aller demander de l'aide, ça n'enlève en rien ma force intérieure. Au contraire, ça va juste m'aider à la faire grandir, parce que je vais puiser un peu de force dans l'aide de cette amie ou amie ou dans ce parent. Est-ce que tu as été dans l'acte d'aller demander de l'aide aussi? Oui, les deux. C'est-à-dire que, alors peut-être que ça c'est peut-être aussi un lien avec l'anthropologie, mais c'est vrai que quand on aide quelqu'un, il y a un effet retour, il y a un effet de retour, et puis il y a aussi une relation qui va se créer, donc c'est jamais complètement gratuit, il y a une forme aussi parfois de redevabilité, donc c'est compliqué, parce qu'on met aussi parfois la personne que l'on aide dans une certaine position de redevabilité, sans forcément le vouloir, etc. C'est le don, le contre-don de Mauss, de Marcel Mauss, que décrit Marcel Mauss. Mais en même temps, c'est bien l'aide et l'entraide qui est, pour moi, au cœur de nos sociétés humaines. Je veux dire, c'est illusoire de penser qu'on peut être, de faire tout seul.
et puis combien de temps on va faire ça tout seul? Enfin, je veux dire, voilà, donc oui, s'il a fallu demander de l'aide, oui, je suis allée demander de l'aide, que ce soit d'un point de vue médical ou d'un point de vue juridique, hein, ou d'un point de vue par exemple de relais. C'est surtout pour les relais. C'est surtout pour les relais que j'avais besoin d'aide. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser de se dire mais moi j'y arrive plus là, il me gonfle. Pardon mon fils, mais il le sait. Hein. Comme tout enfant dit, mais mes parents me de l'air, et il n'y a rien de mieux, même dans un couple. Enfin, je veux dire, donc arriver à trouver des arrangements, arriver à expliquer ça, et très souvent, l'aide, elle est proposée spontanément. Peut-être aussi parce que moi, je suis assez spontanée et que là encore, j'ai pris, moi, je suis marraine de plusieurs enfants qui ont été aussi des amis de mon fils ou des amis on se dépanne. On avait une certaine on a créé des liens, puis après, ils n'ont pas toujours été durables, mais en tout cas, les années où on les a créés, elles ont été riches de part et d'autre. Et puis parfois, si c'est déséquilibré, de toute façon, on ne peut pas obliger quelqu'un à rester en relation. Je parle de relations assez profondes, là. Je ne parle pas simplement des amis de Facebook ou je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, c'est pas juste des relations, parce que ça, j'avais un carnet d'adresses aussi très, très... Ça prend du temps, et ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il y a des fois, il faut aussi savoir trier, hein, parce que... Il faut savoir aussi trier, parce que la vie passe vite, et il ne faut pas manquer l'essentiel, et moi, j'avais très peu de temps pour moi. Vous imaginez bien, quand on est toute seule... ne serait-ce que quand on est toute seule à faire grandir son enfant, son bébé, pour prendre sa douche, pour se faire son shampoing, pour ceci, il faut à la fois qu'il soit... Je le mettais dans un parc, et puis vite, mais je laissais la porte ouverte, et puis enfin, voilà, quand vous êtes vraiment seul, quand il faut porter les bagages, quand il faut prendre le train, etc., des fois, vous êtes consterné tellement les gens ne vous voient pas, tellement les gens ne vous aident pas. Et en même temps, j'ai un fils qui est hyper serviable, comme par hasard. Ouais. Hasard. Non, c'est très important ce que vous dites sur justement être entouré, aller demander de l'aide, et sur le parcours justement sur les choix et les non-choix, parce que il y a des choix sûrement que vous avez faits et puis d'autres qui vous ont été imposés, par exemple la justice qui est assez longue. Enfin ça c'est pas de votre fait, mais est-ce que la résilience, en tout cas votre capacité à lâcher prise, à demander de l'aide, elle était au même niveau, on va dire, sur ce qui appartenait à vos choix, c'est-à-dire les choix que vous avez faits qui sont qui peuvent être douloureux et pas toujours faciles à vivre, et ceux qu'on vous a imposés, est-ce que c'était plus facile d'un côté ou de l'autre d'observer une certaine résilience et une capacité à accepter les choses ou à rebondir? Est-ce qu'il y a une différence sur ce plan-là? Je suis pas sûre d'avoir toujours été super consciente des choix effectués ou à faire. Ce que je vous disais pour la petite enfance, c'est quelque chose que finalement j'ai intégré dans dans ma façon d'être ou de construire ma vie, et quelque part je crois que le fait d'avoir vécu dans une société d'un côté démocratique ici, puis de l'autre côté dictatorial, le choix, je l'ai vite... Oui. Moi, mon principal choix, c'était d'être autonome et libre. Ouais. Enfin, je veux dire, les choix, ils sont sous-tendus par le fait de ne plus être trop sous la contrainte, mais en même temps, on est toujours sous la contrainte à partir du moment où on vit justement dans une société. Notre liberté s'arrête à la liberté des autres, hein, forcément. Donc, voilà, j'ai essayé non seulement d'aller chercher de l'aide, mais aussi d'observer et puis de demander des conseils à des personnes plus âgées, à des personnes qui ont vécu. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir discuter avec des personnes d'autres générations, et notamment des personnes plus âgées. Et j'ai eu beaucoup de relations assez profondes, en fait, parfois pas très durables, mais profondes, des échanges très profonds avec des couples aussi, avec des, vous voyez, pas forcément qu'ils soient comme moi ou dans ma même situation. Et de ça,
ben, ça m'a aidé à m'orienter plus qu'à faire des choix. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un petit peu tâtonné. Alors, c'est un petit peu aussi un biais de peut-être lié à la profession d'ethnologue. Explorer, c'est la phase la plus chouette du travail aussi. On explore, on part de l'inductif et non pas de ce qu'on appelle ces démarches hypothético-déductives. On va prendre une question, on va faire des hypothèses, puis on va aller vérifier les hypothèses. Moi, je suis beaucoup plus, comment dire, attentionnée aux éléments qui existent. Je suis assez pragmatique hein, et aussi au sens, aux différents sens, au sensible. Donc au ressenti, c'est-à-dire que je me laisse aussi traverser par des choses, des intuitions, des doutes, des peurs, et puis je les écoute. Ouais. Je trouve ça beau, magnifique. Je trouve ça vraiment très beau, ouais, de se laisser le pragmatisme. Moi, j'adore ça parce que c'est trouver une forme d'équilibre entre ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Et puis au final, je relativisais, il y a un événement qui arrive, c'est pas de ton fait, tu ne l'aurais pas voulu, ça arrive, c'est pas grave. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas de hasard. Je crois pas au hasard du tout. Voilà. Pour moi, chaque chose qui arrive, même la plus négative qui soit, la plus difficile qui soit, elle a un but précis. M'apprendre une chose, m'empêcher de faire une bêtise, ou m'emmener vers une bêtise pour que je comprenne mieux que c'était une bêtise. Mais quoi qu'il en soit, j'ai arrêté de me dire mais pourquoi ça arrive, mais non, c'était pas prévu. Moi, je suis et par contre, ça donne l'impression que je m'en fous. En fait, c'est pas s'en foutre, c'est juste se dire que il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de prise, j'ai pas de contrôle. Ça arrive, c'est pas grave. Je saurai comment rebondir. Et c'est justement un des objets même de The Focus, c'est d'essayer un peu de déculpabiliser les femmes. On parle des femmes, excusez-moi, les hommes, encore une fois, on n'a rien contre eux. Mais on est vraiment focalisé sur les femmes, de les déculpabiliser en leur disant que ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas maintenant, vous y arriverez plus tard. Juste vous aider, on veut être une espèce de béquille pour les aider à traverser un peu ce qu'elles traversent, ce qu'elles veulent bien partager avec nous à travers les mails qu'on reçoit après les émissions de radio ou comme là avec toi aujourd'hui Laurence Domien, les bribes de ta vie très très précieuses que tu partages avec nous aujourd'hui, j'en suis sûre. Ça va vraiment aider beaucoup de personnes et c'est ça le cœur même de The Focus, c'est donner ce courage-là aux femmes, cette voix-là qu'elles n'osent peut-être pas entendre en elles et de se dire il y a d'autres femmes qui pensent comme vous et qui ont fait des choses que vous n'osez peut-être pas faire et c'est faisable, c'est possible, donc faisons-le ensemble. J'adore, franchement c'est un moment exquis là que je savoure. Et je sais pas si du coup t'as peut-être une remarque. Là, on est pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un dernier petit mot, une réflexion, un autre partage que tu voudrais faire avec nous aujourd'hui? Oui, il y a plein de choses parce que l'effet miroir est toujours très intéressant parce que on a l'impression souvent de se dire on se regarde dans la glace et c'est plutôt péjoratif, mais non, il peut y avoir déjà plusieurs miroirs. Donc imaginons, comme tu disais aussi tout à l'heure, les possibles. Et donc, quand vous savez, quand on va chez le coiffeur, à un moment donné, il vous donne le miroir pour regarder derrière, parce qu'on ne peut pas tout seul. Donc, voilà, ces objets-là sont faits aussi pour nous montrer peut-être différentes facettes. Et donc, apprendre à se connaître, c'est très important parce que d'abord, ça prend du temps. Donc, il faut se donner du temps. Ensuite, ça nous aide à nous aimer. Et on ne peut pas aimer autour de nous, on ne peut pas partager ou aider autour de nous si on n'est pas à minima en paix avec soi-même, ou au moins en équilibre en tout cas. Que ça prend du temps. Et là, le choix ce que vous me demandiez tout à l'heure, Joël, peut-être les choix, c'est un peu de savoir un peu vers où je veux aller, ou à quoi j'ai envie de ressembler, ou qu'est-ce que je peux peut-être ou qu'est-ce qui fait que je suis qu'il y a la lumière, que je suis enthousiaste, qu'est-ce qui me donne de la joie, où est-ce que je peux me ressourcer, parce que de toute façon il y a des jours où on est avec les cernes, on est on se dit non, on se sent fatigué mais en fait ça se voit pas, etc. Et donc les personnes aussi autour de nous peuvent être aussi un miroir.
Et comme on peut être aussi leur miroir, et donc faut faire attention parce que il y a des effets miroirs et des fois ils sont aussi pas toujours bienveillants. Hein. Donc voilà, se dire qu'on a un choix des possibles hein, et que c'est pas grave si c'est un petit peu trop difficile, on oriente différemment, on se dégage et puis voilà, hein, la vie continue et en tout cas, elle va continuer vers là où j'ai envie d'aller ou là où je me sens le besoin d'aller. Moi, comment dire, le fait d'être aussi peu directif, par exemple, vous voyez, peu directif sur tu dois faire ceci, tu dois faire ça, mais j'ai envie de dire dans ma vie quotidienne, avec mon enfant, avec mon compagnon, avec ma famille, avec mes étudiants aussi. Quand ils font une thèse ou quand ils font un mémoire, j'essaye de proposer des pistes qui leur vont, auxquelles souvent ils n'ont pas pensé, plutôt que de simplement donner le mode d'emploi, il faudrait faire ça, ceci, cela. Il y a ouvrir à la créativité, à la confiance en soi. Ça, j'aime bien cette idée de l'arc-en-ciel, vous voyez, les différentes palettes de couleurs et le point de singularité de l'arc-en-ciel. C'est celui justement qu'on n'explique pas forcément et qui échappe et qui est pourtant très nécessaire. C'est ça. C'est magnifique. Ça faudra faire une deuxième émission du coup parce que j'ai tellement de questions qui viennent, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cet esprit de liberté, de joie aussi parce que vous êtes très 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 enthousiaste et bon les gens, pour ceux qui vont regarder en replay, vous verrez parce que ça s'entend à la voix quand même, mais vous verrez en replay aussi. Elle est très lumineuse, Laurence Donia. donc vous verrez. Et vraiment cet esprit de liberté qu'on insuffle. Moi, j'espère que les femmes qui nous écoutent vont sentir ce vent parce que réellement, là, nous, on est chacune à distance. Hein, pour celles qui ont l'habitude de nous suivre, on est comme ça. Mais réellement, on sent ce vent de fraîcheur, de liberté. c'est un vent qui passe, ça fait du bien. Et en tout cas, merci beaucoup Laurence d'avoir partagé ça avec nous et vraiment ce beau. Moi, ce que je retiens, c'est le beau dans le, excusez-moi l'expression, hein, dans le burk. On voit ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais ce beau dans le beurre, c'est tellement magnifique que... et c'est ça, je pense, la résilience, comme l'a dit Linda, c'est de chercher dans le difficile. Il y a toujours cette petite lumière qui est là et qui va grandir et qui va transformer en fait cet épisode difficile en quelque chose. Et moi, j'en suis même arrivée des fois au point de dire que c'est grâce, j'arrive même à dire grâce à un truc qui est complètement difficile mais douloureux, à dire c'est grâce à ça en fait que je réalise ça. Sans doute. Hein. À un moment. C'est fait de la roue qui tourne, mais aussi la saisonnalité, les cycles, etc. Et donc voilà, ça aide à ne pas rester figé quelque part. Et il y a une certaine rondeur. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. C'est moi. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a parfois des choses qu'on vit, qu'on ressent, qui ne fait pas toujours bon ou qui n'est pas toujours nécessaire d'expliquer. Voilà, ça se ressent et puis des personnes qui ont vécu une situation un peu similaire ou qui juste arrivent à comprendre que le ressenti est le plus important que la rationalisation de la chose, ça apporte plus de force et de substance encore à ce qu'on ressent. Enfin, on n'est pas obligé de tout expliquer, c'est ça en fait. On n'est pas rationnel d'ailleurs. Et du coup, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses, j'ai envie de dire, laissez-vous le temps de les ressentir au moment opportun. Et c'est peut-être aussi ça notre définition de la résilience, et que chacun de nous a sa propre définition de ce qu'est la résilience, à son niveau, à son échelle. Et je trouve ça beau, la multiplicité, des résiliences. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et des singularités.
et des singularités, exactement. C'était encore une fois un moment extraordinaire pour moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. On est arrivé au terme de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et en compagnie effectivement de Laurence Donia et de Joël. Et puis nous, on vous dit encore une fois merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur The Focus de la radio, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Bon dimanche à tous et à toutes. On rend l'antenne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.